Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir tous pour cette deuxième table ronde. Tu fais les entrées, hein? Voilà, pour cette deuxième table ronde où nous accueillons trois conférenciers, Elisabeth Galton, Gilles Verrier et Luc Biget. Alors, peut-être un petit mot concernant ces trois conférenciers. Tous les trois sont des astrologues d'inspiration humaniste, ayant tous les trois développé une singularité particulière. Pour Elisabeth, ça a été allié le coaching lié à la bienveillance, le coaching lié à l'astrologie humaniste. Pour Gilles, ça a été la voie de sa singularité, développer l'astrologie archétypale et jungienne. Et pour Luc, ça a été euh, développer une œuvre euh, à travers des livres où il est toujours question du sens, la recherche du sens. Luc a recherché le sens tout d'abord à travers les symboles astrologiques, et toujours d'ailleurs, c'est ça, son fil d'Ariane. Il a ensuite exploré toute la voie des symboles mythologiques, hein, des grands archétypes mythologiques et des mythes. La troisième voie, ça a été l'exploration de la symbolique du corps humain à travers le parchemin magnifique. Et aujourd'hui, la quatrième voie ou la cinquième voie, c'est décoder les cycles de l'histoire dans ces livres Archétypes et Histoire. Voilà pour la présentation de nos trois conférenciers que vous allez tout de suite découvrir. Et alors, pourquoi une table ronde sur les rétrogrades? Bah, sans doute parce que l'année 2025 est une année de grands changements. Nous observons effectivement le changement de signe pour les trois planètes transpersonnelles. Uranus, comme vous le savez, va passer en Gémeaux. Neptune va bientôt arriver en Bélier et ça sera le sujet de cette conjonction Saturne-Neptune, ça sera le sujet de notre congrès les 29 et 30 mars. Et Pluton va continuer à faire ses premiers pas dans le signe du Verseau. Eh bien, euh, nous nous sommes posé la question, les rétrogradations des planètes présentes pendant pratiquement toute la période de l'année 2025 peuvent sans doute être un frein ou, nous l'espérons, une aide précieuse pour négocier les changements fondamentaux qui vont être à l'œuvre dans nos vies, eu égard à ces grands changements planétaires. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons tout d'abord voir le sens profond des rétrogrades et dans un deuxième temps seulement, nous nous ouvrirons particulièrement au sens des rétrogrades à l'œuvre dans cette période. Alors, tout d'abord, il y a encore du monde qui arrive. Alors, tout d'abord, un bref rappel sur qu'est-ce qu'une planète rétrograde. Alors, j'aurais presque envie de donner la parole tout d'abord à Elisabeth, honneur aux femmes ce soir. Merci Catherine, je suis flattée. Ah, Ah ben oui, je trouve que c'est bien et puis c'est vrai que je suis en bonne compagnie donc c'est toujours ah super bah agréable. tu es bien entouré de, Oui. voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une planète rétrograde? Je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais un petit rappel, bon voilà, ça va être utile. Déjà de savoir que les planètes ne reculent pas dans la vraie vie, enfin que c'est parce que nous sommes sur une représentation géocentrique que les planètes rétrogradent, puisque si on était en vue du Soleil, les planètes ne rétrograderaient pas. Euh, c'est, et la Lune et le Soleil ne rétrogradent jamais. Une planète rétrograde, vue de là où nous la regardons, par sa vitesse, nous paraît effectivement rétrogradée dans le ciel, et les anciens, effectivement, n'avaient que cette observation-là, donc ils en avaient d'ailleurs déduit des interprétations avec lesquelles, enfin, je pense que nous ne sommes tous plus tout à fait d'accord, étant donné qu'une planète rétrograde était quand même vécue un petit peu comme une difficulté, une tension, et notamment les planètes personnelles. Ce qui fait, enfin, moi, ce que je trouve l'intérêt d'une planète rétrograde, c'est de voir ce qu'elle permet ou ce qu'elle présente en fait comme spécificité, notamment
marges de rétrogradation qui se font en 3 étapes, et aussi dans le fait que nous regardons souvent la planète rétrograde quand elle rentre réellement dans son champ de rétrogradation, mais qu'en fait, il y a le moment où elle va passer, j'espère que je suis claire, hein, sur le degré de rétrogradation, avant qu'elle rentre en rétrogradation, qui est aussi important. Donc c'est tout un cycle, c'est vraiment de regarder ce mouvement comme un cycle Tout à fait. de planètes, avec des planètes, les planètes rétrogrades dans les personnels, enfin en tout cas dans ce qui concerne Mercure et Vénus, elles se jouent par rapport à la conjonction au Soleil. Quant aux autres, c'est à l'opposition au Soleil. Ok, alors peut-être on va donner la parole à Gilles ou à Luc par rapport à cette même question, si tu es d'accord. Bien entendu. Alors Gilles ou Luc? Gilles, je te laisse prendre la parole. Te remercie, Luc. Alors oui, bah, je rajouterais simplement ce qu'a dit Elisabeth. C'est vrai que la rétrogradation des planètes, c'est un phénomène d'illusion d'optique. Ça correspond à aucune réalité astronomique. On pourrait dire les planètes, elles reviennent. Alors ce qui est important, je pense, de peut-être préciser, c'est que les planètes, elles deviennent rétrogrades lorsqu'elles sont plus proches de la Terre, Ouais, que ça, ce c'est soit aussi capital. bien pour les planètes intérieures que pour les planètes extérieures, c'est-à-dire celles qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre ou l'orbite ou extérieure de l'orbite de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux conjonctions dont parlait Elisabeth, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne les conjonctions Mercure-Vénus, il y a deux types de conjonctions. Il y a la conjonction inférieure, donc c'est là où la planète est rétrograde. C'est d'ailleurs le milieu de la phase de rétrogradation. Et puis, bah, il y a la conjonction supérieure, c'est-à-dire que lorsque la planète est de l'autre côté du Soleil, et là, elle est toujours directe. En ce qui concerne les planètes extérieures, comme l'a dit très bien Elisabeth, c'est le moment de l'opposition qui est le milieu de la phase de rétrogradation des planètes. C'est-à-dire, en fait, la rétrogradation, elle s'observe parce qu'on est sur la Terre et qu'en fait, on est sur un véhicule qui se déplace dans le système solaire. Donc, vu du Soleil, bien évidemment, il n'y a pas de phénomène de rétrogradation. Et cette illusion, ça ressemble en quelque sorte au train qui se déplace. Vous voyez? Tout à Donc, il y a fait, oui. l'impression qu'effectivement, il y a l'illusion qui peut en résulter parce qu'il y en a un qui va plus vite, etc. Et on peut avoir l'impression que l'autre va en fait va aller en marche arrière, quoi. Donc, dans ce sens, il y a effectivement cette boucle de rétrogradation dont parlait Elisabeth. C'est intéressant parce que c'est une période qui s'étale du premier passage de la planète sur le degré zodiacale où se situera pour les planètes intérieures la future conjonction avec le Soleil pour Mercure et Vénus, ou le degré où se situera la future opposition avec le Soleil pour les planètes extérieures. Donc il faut à la fois dissocier, je dirais, la phase de rétrogradation elle-même et la boucle de rétrogradation, c'est-à-dire en fait les trois passages, la première en phase directe, la deuxième en phase rétrograde et la troisième en phase directe, c'est-à-dire en fait la boucle de rétrogradation, peut-être on le précisera par la suite, mais la boucle de rétrogradation, c'est quelque chose, c'est une période qui dure Bien bien sûr. plus longtemps que la rétrogradation elle-même. Et donc, je trouve que c'est intéressant, comme j'évoquais rapidement dans le petit pitch là pour présenter notre conférence de ce soir, c'est qu'en fait, les planètes rapides, que ce soit Mercure ou Vénus, ou même après les lentes, on verra, c'est encore plus compliqué, mais en ce qui concerne Mercure et Vénus, lorsqu'elles se trouvent en phase de rétrogradation, bah, c'est-à-dire qu'elles vont rester quand même plusieurs mois sur une bande de zodiaque, et on précisera tout à l'heure, mais une bande de zodiaque qui est relativement faible, quoi. Hein. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que pendant toute cette période-là, il y a quelque chose à comprendre. Après, on le détaillera de la signification elle-même de la Oui, rétrogradation. tout à fait, tout à fait. Luc, tu pourrais intervenir? Oui, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais pas y revenir. Simplement, l'image des trains, effectivement, est intéressante pour comprendre la rétrogradation. Tout à C'est-à-dire, fait. si vous êtes dans un train qui va plus vite que le train d'à côté, vous avez l'impression que le train d'à côté rétrograde marche en arrière par rapport à votre propre position. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est lorsque la Terre va plus vite que la planète qu'on a l'impression que la planète rétrograde. Non, maintenant, sur le sens des rétrogradations, je voudrais juste prendre une image, une métaphore. On sait que la journée fait 24 heures avec 12 heures de jour et 12 heures de nuit.
donc une dimension solaire et une dimension lunaire. Donc un cycle complet de réalisation, en fait, allie l'objectivité solaire et la sensibilité au monde du mystère de la nuit, symbolisé par la Lune. Donc les planètes directes, par analogie, correspondent à la dimension solaire, c'est-à-dire elles s'expriment directement dans le monde extérieur et elles transforment la réalité objective. Mars avec la puissance du désir, Mercure avec la pensée, etc. Par contre, les planètes rétrogrades, elles, s'immergent dans la nuit de l'âme et vont chercher une semence de sens qui va augmenter notre niveau de conscience et alimenter notre manière de vivre les planètes directes. Donc, très rapidement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au fond, souvent en astrologie, on a tendance à ne voir que les planètes directes et à les valoriser et à considérer que les planètes rétrogrades sont des espaces de souffrance et de difficulté, ce qui est vrai, hein. Mais c'est seulement si elles sont jugées à l'aune des planètes directes. Et donc, les rétrogradations dans un thème comme dans un moment historique sont essentielles parce que ce sont des moments de déconditionnement par rapport à la fonction planétaire qui nous amènent à enrichir en réalité dans le silence sacré du secret une nouvelle semence de sens qui va pouvoir augmenter notre niveau de conscience et ensuite être distribuée dans le monde extérieur. Donc les rétrogradations sont le pendant du travail alchimique aux planètes extérieures, qui est plutôt un travail chimique dans le monde de la transformation objective de la réalité. Très, très intéressant. D'où le titre, Les rétrogrades, retour vers les terres intérieures. Oui, le titre sous-titré Terres intérieures, parce que c'est vraiment cette idée que elles nous permettent d'explorer le monde de l'inconnu, parce qu'on se déconditionne, parce qu'elle nous oblige à nous déconditionner, et donc à revenir vers quelque chose de nouveau. Pas au sens uranien, évidemment. Uranus, c'est celui qui va chercher le nouveau dans la fulgurance du futur, mais les planètes rétrogrades vont chercher du nouveau dans le secret de l'intimité de l'être, dans le secret de son âme, en réalité. Donc le rythme est totalement différent. Oui, oui, magnifique. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que les rétrogrades peuvent être vécus comme un retour sur des choses non réglées? Dans ce sens, elles pourraient évoquer la notion de fatalité, entre guillemets, mais elles peuvent être aussi l'ouverture à l'intériorité, comme tu le dis très justement, Luc. Ben, c'est au contraire un espace de liberté en réalité. Mais encore une fois, pas en termes d'Uranus, mais c'est un espace de liberté parce que on rentre pendant la première phase de rétrogradation, c'est-à-dire avant la conjonction inférieure pour les planètes intérieures à l'orbite de la Terre, Mercure, Vénus, on entre dans la confusion. Et on n'arrive plus à faire comme avant. On n'a plus les intérêts intellectuels ou les valeurs qu'on avait avant. Donc, ce qui nous paraît être une fatalité, c'est-à-dire une forme d'impuissance en réalité, est en réalité un processus où on se déconditionne du socioculturel, des vieilles habitudes, des vieux schémas karmiques, en les retrouvant évidemment, mais pour mieux les voir et pour mieux s'en libérer. Oui, magnifique. Mais ça suppose en fait, pardon, je ne vais pas parler trop longtemps, Non, vas-y, vas-y. mais ça suppose en fait que ce soit travaillé en conscience. C'est-à-dire si les rétrogradations ne sont pas travaillées en conscience, elles sont effectivement vécues sur le mode de ça va mal pendant 22 jours ou 22 ans, si c'est Mercure en progression ou en transit. Mais ce ça va mal, justement, il est là pour nous dire quelque chose et nous enseigner la liberté intérieure. Voilà, alors est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la boucle de rétrogradation pour essayer d'entendre ce qui nous est demandé comme travail intérieur? C'est exactement ça, c'est-à-dire en transit, alors en transit sur un thème, ça nous dit les habitudes dans la maison qui doivent être changées, transformées, questionnées si c'est Mercure, en termes de valeur si c'est Vénus, en termes d'ambition si c'est Mars, etc., en termes de capacité à dire non si c'est Saturne, en termes de limites, et sur le thème natal, évidemment, ça dure plus longtemps. En réalité, toute une vie, hein, sur des planètes rétrogrades en natal, même si en progression, elles redeviennent directes, leur empreinte reste toute une vie. Et à ce moment-là, on a une vie
plutôt de maturation intérieure plutôt que d'ambition extérieure. Ouais, c'est intéressant cette notion de jour, nuit, d'intériorité, etc. Est-ce que Gilles et Elisabeth peuvent rebondir autour de ce que vient de dire Luc ou qu'est-ce que ça évoque pour vous? Moi, je veux bien. D'abord, je suis complètement. Enfin, je suis d'accord avec ce que dit Luc. Et ce que je trouve intéressant dans les personnes que j'accompagne, c'est que pour moi, la valeur en fait des planètes rétrogrades, c'est cette notion. J'aime beaucoup cette notion de réflexivité, de ce que ça invite en fait vraiment à cette réflexivité. Et je trouve que, enfin, dans mon métier de superviseur, je trouve très très intéressant ces périodes qui amènent les personnes en fait à revisiter ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu ou comment elles vivent. Alors quand c'est une planète en natal, j'aurais même envie de dire que moi je trouve que ça développe des talents qui sont des talents très personnels par cette dimension de réflexion intérieure qui les libère en fait du regard social, parce qu'en fait il y a une forme d'attente toujours dans notre société et notamment dans nos sociétés où on valorise beaucoup en fait l'extraversion. D'une manière générale, on voit bien que de toute façon, dans les médias, d'une manière générale, on favorise en fait cette approche-là. Or, la planète rétrograde va s'exprimer en fait dans la particularité de chacun. Et trouver cette particularité, ça veut dire revisiter en fait ce qui est donné pour trouver son expression propre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui ont ces planètes Tout à fait. rétrogrades dans leur thème et elles sont pas du tout vécues comme enfin elles sont vécues comme une contrainte parce que justement leur art demande d'être valorisé par qui ils sont, leur expression, et non pas la valeur sociale attendue. Et ce sont souvent des personnes très novatrices dans leur façon de vivre, de vivre leur talent. Et je trouve que ce sont au contraire des révélateurs de talent très importants. De singularité, tout De à fait. singularité, oui. Mhm. Comment on la visite, en fait, cette singularité pour s'accepter, en fait. Il y a vraiment une question d'acceptation de soi dans ce travail des Ah, rétrogrades. peut-être en la donnant au monde. Gilles, Mm. est-ce que tu pourrais intervenir peut-être sur la boucle de rétrogradation? Je sais que tu as fait tout un travail autour des boucles de rétrogradation, si tu le souhaites. Oui, bah écoute, c'est la boucle, ça donne trois temps qu'on pourrait dire. Il y a le premier Oui, temps c'est comme oui, une valse à trois temps. Il y a le temps du premier passage en direct, donc qui va présenter, on pourrait dire, ce qui est en jeu, ce qui va être en jeu dans le temps futur. Il y a le temps de la rétrogradation, qui est la deuxième période, qui peut être, je dirais, un temps d'incubation, pour reprendre cette expression de passer de Luc, qui est passé de la période solaire à une période lunaire ou jour-nuit. Moi, je dirais aussi d'une autre manière, mais ça revient un peu au même, une question de vocabulaire. C'est un changement d'orientation de la libido, mais libido dans le sens de l'énergie psychique. C'est-à-dire la libido, ça veut dire c'est un changement d'orientation qui va depuis le conscient vers l'inconscient. Donc il y a un retour vers quelque chose de l'inconscient. Et donc la planète rétrograde avait indiqué que la fonction qui est représentée par cette planète, elle n'agira plus sur le plan conscient. Au lieu d'atteindre directement la conscience, la vie extérieure, tout ce qui se manifeste, tous les contenus liés vont être temporairement refoulés dans l'inconscient, mais vont amener à devoir faire un travail beaucoup plus intérieur. C'est pour ça que ça demande aussi des prises de conscience. Donc ça va pas forcément influencer directement le comportement, mais ça va amener, on pourrait dire, le fait que ces facteurs ou disons ces contenus vont fusionner avec d'autres facteurs, avec d'autres contenus inconscients, et puis vont réapparaître, on pourrait dire, peut-être dans la conscience par des fonctions qui sont liées beaucoup plus, alors là, à des dynamiques d'évolution et de changement qui, pour moi, sont principalement symbolisées par Uranus, Neptune et Pluton. Donc il y a quelque chose, d'un point de vue, effectivement, ça veut dire d'un point de vue géocentrique, ça nous révèle que ce qui arrive dans la personnalité, ben, on pourrait dire, ou comment ça joue sur la volonté consciente, ben, ça veut dire que tout ça, ça va amener des modifications et des changements. Et les faces, on pourrait dire,
les phases de rétrogradation dans les cycles planétaires, c'est des signes marquants de, on pourrait dire, de l'ingérence de l'homme, hein, dans les cycles naturels de la vie. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant la phase de rétrogradation, bah, la fonction planétaire concernée, on pourrait dire, va être potentiellement libre, bah, des exigences habituellement contraignantes, on pourrait dire des instincts vitaux. Donc ça demande à Ouais, amener les choses beaucoup plus sur l'intérieur, hein. Elle est libérée, on pourrait dire, de ce que la contrainte d'instincts vitaux donc, va nous demander à avoir beaucoup plus une prise de conscience, une réflexion. Et toute la période de rétrogradation, elle est ce temps justement, je dirais, d'incubation, de travail, Luc parlait de chimie et d'alchimie. Pour moi, c'est vraiment là le travail alchimique qui se fait pendant la phase de rétrogradation d'accord. et qui va pouvoir amener des résultats au moment où, disons, des manifestations ou des choses qui vont pouvoir reprendre une dynamique donc vers l'extérieur à partir du moment, dans le troisième temps, où la planète recircule sur cette phase, sur la bande de zodiaque où elle était rétrograde. Mais donc, il y a bien ce trois temps, on présente les choses, qu'est-ce qu'on en fait intérieurement, donc c'est-à-dire c'est ce côté de prise de conscience et de travail intérieur. Alors, c'est sûr pour des personnes qui sont, comme ça a été dit aussi, aussi bien pour Elisabeth que par Luc, ça veut dire aussi que, bah, justement, souvent les rétrogradations pour les astrologues, elles étaient vues comme des périodes, ah, vivement que Mercure redevienne direct ou que Vénus redevienne direct. Mais non, au contraire, Mais au contraire, oui. c'est des moments d'une richesse incroyable, d'une richesse incroyable. Tout à Et fait. c'est pour ça que, comme ça a été dit aussi par Elisabeth, les artistes, ils se positionnent autrement par rapport à ça. Parce que ça va amener à développer quelque chose de très original, de très intérieur. On n'est plus lié au cycle de la vie, on est lié sur un cycle de conscience de quelque chose d'humain. Les poètes, les sages et les artistes Les poètes, voilà, si prennent tu veux. vite plus les rétrogrades Oui, que l'humain ordinaire. oui. Et, Luc, et certains politiques aussi. et certains politiques aussi, peut-être, espérons. Je voudrais, Voilà. oui. Ou des originaux, des gens même qui sont très introduits, parce que bon, si on veut présenter des thèmes, vous avez, je pense que vous connaissez l'exemple de Zuckerberg. Zuckerberg, toutes les planètes extérieures dans son thème sont rétrogrades. Oui, on l'avait déjà De présenté. Mars jusqu'à Pluton, c'est tout rétrograde. Donc on voit bien, il a développé une certaine forme De d'originalité, singularité totale, de oui. singularité très totale, très jeune, en n'ayant même pas fini d'études à ce niveau-là, et puis en étant aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde. Ouais, ouais, ouais. Luc, tu voulais intervenir? Oui, je voulais préciser quelque chose parce que, en fait, bon, les artistes, c'est vrai, mais on peut avoir une Vénus directe dominante dans un thème tout en étant artiste. Tout à Donc, fait. la différence, elle est où? Elle est dans le fait que euh, l'artiste avec une Vénus rétrograde, euh, d'abord se sent incompris parce il est pas dans un courant, il n'est pas dans une valeur extérieure, dans une norme extérieure, dans des valeurs extérieures. Ensuite, il a le sentiment coercitif qu'il ne peut pas faire autrement que de faire ce type d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est en compte, sa vie intérieure est en contact avec un archétype. Cet archétype est souvent donné du reste par le symbole sabian de la planète rétrograde. Et donc, il se vit comme marginal, il se vit comme étant emprisonné dans une nécessité intérieure de produire quelque chose qui sera elle-même pas comprise, parce qu'elle est là pour apporter du nouveau, du futur pour le prochain cycle de la planète, de civilisation, en fait. Et ensuite, lorsque tout se révèle, ça devient quelqu'un qui est capable de focaliser à travers lui un besoin d'inconscient collectif. Hmm. Et donc de révéler une part de la beauté de l'âme du monde grâce à son travail solitaire. Alors c'est pour ça aussi qu'on a un certain nombre d'hommes politiques qui ont Vénus rétrograde. Churchill avait Vénus rétrograde, Hitler avait Vénus rétrograde, De Gaulle aussi. C'est-à-dire c'est des hommes qui sont porteurs de valeurs. Alors on les aime ou on les aime pas, c'est pas la question ici. Mais c'est des hommes qui sont habités par des valeurs et qui veulent transformer le monde comme le ferait un artiste. C'est-à-dire qui veulent peindre la réalité
à travers la puissance de leur vision et de leur imagination qui est imbibée par du sens. On a également beaucoup d'orateurs qui ont Mercure rétrograde. Alors, là encore, lorsque ce travail de la rétrogradation est fait, lorsqu'on a compris que on n'était pas capable de s'exprimer comme les autres et qu'on avait cette lenteur intérieure pour comprendre d'un Mercure rétrograde, lorsque le travail intérieur, lorsque le cœur de l'archétype est conscientisé, à ce moment-là, on devient capable comme le faisait Lacan, comme le fait Mélenchon, il a Mercure-Vénus rétrograde en maison 12. C'est-à-dire, on devient capable d'être le tribun du peuple, c'est-à-dire de parler en réalité au nom de l'inconscient collectif. C'est en vierge chez Mélenchon, donc des gens, des petits gens, entre guillemets. Donc de parler de l'inconscient collectif et de porter la parole du collectif en étant habité par quelque chose de très intime, de très intérieur. Donc c'est à ce moment-là, au fond, que la rétrogradation marque toute sa floraison. Magnifique. Mais je crois on a bien introduit cette table ronde autour de l'ouverture à la terre intérieure, l'ouverture à la plus grande intériorité. Et peut-être maintenant, voyons pour l'année 2025 les grands moments de rétrogradation, tout d'abord de Mercure. Euh, alors, notre réflexion tournera principalement autour de comment utiliser Mercure rétrograde, comment comprendre Mercure rétrograde. Ce qui est intéressant dans la rétrogradation de Mercure, c'est que Mercure va rétrograder 3 fois cette année, comme pratiquement tous les ans, en effectuant un grand trigone, un grand triangle dans les signes de feu. Quelle pourrait être la spécificité de cette boucle de rétrogradation de Mercure dans les signes de feu? Qui voudrait parler, s'exprimer autour de ça? Et deuxième chose peut-être, c'est intéressant de noter que Mercure sera rétrograde et la première rétrogradation de Mercure se fera conjoint Neptune. La deuxième rétrogradation de Mercure se fera en juillet opposé à Pluton. La troisième boucle de Mercure se fera à l'opposition d'Uranus, c'est-à-dire les rétrogradations de Mercure toucheront à chaque fois ces fameuses planètes transpersonnelles qui souhaiteraient s'exprimer autour de la boucle de rétrogradation de Mercure en 2025. Elisabeth? Luc y allait, vas-y. Parce qu'en fait, moi, ce que je me disais, c'est que c'était déjà, ça fait 2 années de suite qu'on a des Tout à fait, rétrogradations de dans le Mercure signe de dans des feu. signes de feu. Donc, j'ai envie de dire, il s'habille quand même d'une couleur, il s'habille d'une couleur de dynamique. Et moi, je trouve que Mercure nous invite à transformer nos modes de pensée et peut-être nos modes et surtout nos modes de lien. Pour moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le lien que Tout l'on à fait en fait. fait avec Mercure. Et ces liens de Mercure dans du feu avec des trans saturniennes, moi je trouve que ça nous amène à penser peut-être un peu plus large. Comme je suis une grande idéaliste, moi j'imagine que ça nous permet de travailler différemment les réseaux et de se dire qu'en fait ce sont des modes de communication qu'on peut développer. Mais là, je laisse la parole peut-être à Luc ou à Gilles, parce que moi j'ai toujours une façon de regarder Mais c'est... ces transformations d'une façon positive de enfin, comment ces groupes, j'aurais envie de dire, ces groupuscules peuvent se retrouver en fait? Comment les groupuscules qui existent un peu partout peuvent se retrouver au service de communication plus large? C'est Moi, je l'idée pense que centrale, hein. ça peut être un foisonnement de nouvelles idées. Hmm. Ça peut être un foisonnement de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'une nouvelle façon. Alors, on le voit, ce qui peut nous bousculer aussi, d'une nouvelle façon de communiquer, d'une nouvelle façon d'entrer en relation. Mais c'est je crois que les 3 périodes sont intéressantes parce que même si ça touche ces signes de feu, la première période de rétrogradation, justement, qui va du 15 mars au 7 avril, bah, ça, c'est la période de rétrogradation, mais la boucle, c'est là que je reviens sur la notion de Hmm. boucle. La boucle, elle a déjà commencé depuis 3 4 jours. Hmm. La boucle, elle va du 16 février au 26 avril. Ça veut dire en fait, vous voyez, ça fait
plus de 2 mois, hein, ça fait plus de 2 mois, pendant plus de 2 mois, Mercure va se balader sur une bande de zodiaque d'environ 15-16 degrés. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, du bélier jusqu'au poisson. Donc, c'est pour ça, c'est pas que dans du feu, ça revient dans Oui, du poisson. C'est-à-dire se libérer de vieux schémas de pensée pour réintroduire quelque chose de neuf dans notre façon de penser, dans notre façon de communiquer, d'être peut-être davantage concerné par des nouvelles idées. Alors, ça rejoint, comme l'a dit Catherine, ça rejoint Saturne-Neptune, cette première boucle. Tout à Donc, fait, oui. dans ce sens, ça veut dire aussi de pouvoir élargir notre façon de penser, restructurer nos idées différemment et peut-être se libérer de vieilles croyances, hein, parce que ça retourne dans le poisson, collectivement, se libérer de vieilles croyances pour aborder quelque chose de différent et de neuf, parce que dans les deuxième et troisième périodes de rétrogradation et donc boucle aussi de rétrogradation pour élargir, ben là, ça sera en Lion, donc Mais ça entre sera le avec mois Pluton. avec ça Pluton. sera en Lion et donc opposé Pluton. Et puis la dernière, ben, ça sera en Sagittaire, et puis ça sera entre le Sagittaire et le Scorpion, et ça sera lié à Uranus. Mais bien sûr, oui. Mm. C'est comme si on nous demandait d'agir autrement. Voilà, donc c'est pas forcément agir, c'est penser autrement. Penser d'abord autrement C'est pour penser. pouvoir agir et réagir autrement avec Pluton. D'autant plus il y aura eu Mars Tout qui à est fait. passé avant. Donc en fait, on va avoir des résonances, hein. Il y a beaucoup de résonances qui se Oui, font dans le même il y temps. aura des résonances C'est avec surtout, Mars, c'est oui. évident. Mais le fait des signes de feu, pour moi, ça, surtout là, cette année où ça touche les trois transsaturniennes, c'est pour aussi penser différemment et introduire dans le collectif des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'envisager le futur. Comment ensemencer justement un futur. Oui, tout à fait. Et en se libérant, peut-être première période avec le poisson, là, en se libérant de vieux schémas de pensée qui peuvent être obsolètes. Voilà. Mais peut-être qu'avec Uranus, Neptune et Pluton, il y a une exigence de Ah, transformation. complètement. Mm, mm. Tu vois, où là, on n'a pas, c'est pas une option, c'est une exigence. Il y a quelque chose là de nouveau qui peut s'ouvrir, qui vient de l'inconscient collectif et qui est là pour réensemencer le monde, Mm. d'une nouvelle façon de participer à ce monde, d'agir dans ce monde, d'être un humain dans ce monde. Il nous est demandé. Luc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis très réservé, pardon, mais je suis très réservé sur tout ce qui vient d'être dit. Ah, Euh, Parce que, d'une part, c'est très difficile de parler des rétrogradations en astrologie mondiale. Enfin, moi, j'ai du mal, en tout cas, parce que j'ai pas assez de recul, hein, j'ai pas suffisamment travaillé ça. Mais ce qui me vient, c'est que quand il y a beaucoup de rétrogradations, c'est une phase d'apesanteur et non pas une phase de commencement, de futur, je sais pas quoi. C'est vraiment cette phase d'apesanteur, de déconditionnement de nos valeurs. Donc, du coup, tout se passe dans l'intériorité des systèmes et non pas dans leur transformation. Une transformation, c'est Uranus. La mise en place d'un nouveau processus, c'est une conjonction croissante. Donc là, on est plutôt dans une phase de questionnement, de remise en cause, de de, déconstruction. de déconstruction des valeurs. Je trouve qu'on le voit assez bien hein, aujourd'hui par rapport à la guerre en Ukraine, hein, c'est-à-dire tous les systèmes bellicistes avec Mars rétrograde aujourd'hui sont re-questionnés, sont remis en cause. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller faire la guerre aux voisins, etc. Ensuite, pour parler de l'histoire du monde, il faut évidemment remettre dans le contexte astrologique des cycles Saturne-Neptune, des cycles Uranus-Pluton, de la grande conjonction de 62, Uranus-Pluton qui fonctionne encore aujourd'hui, etc. Donc on peut pas. Mais par contre, l'atmosphère, j'ai envie de dire, est vraiment de l'ordre de la pesanteur. C'est-à-dire, elle est de l'ordre de voilà, les choses se décantent, accepter les changements de notre vision du monde par rapport à tout ce Mm. qu'on a toujours cru Accepter l'incertitude. accepter le doute, l'incertitude et accepter de lâcher prise par rapport à nos vieilles représentations du monde. Bon, avec Mercure, évidemment, c'est par rapport à nos représentations. Par rapport au bélier, bah, c'est de sentir que finalement, il y a une autre forme de joie, d'enthousiasme qui peut émerger,
qui est en train d'émerger dans l'intériorité de chacun et qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore mature, mais il est important d'en prendre soin, car c'est cet enthousiasme-là qui va ensuite rayonner dans les affaires du monde. Donc si je voudrais synthétiser mon propos, je dirais apesanteur, vigilance intérieure, déconditionnement des systèmes de croyances géopolitiques et Inch'Allah, ouverture à ce qui va Voilà, surgir. voilà. Mais c'est comme si ce qui nous est demandé, effectivement, c'est de traverser cette incertitude pour reparamétrer d'autres valeurs. C'est ça, c'est ça. Et pour l'instant, on est dans le brouillard, quoi. Ouais. Et dans la pesanteur, c'est très, très juste ça. Et alors, bientôt, c'est-à-dire à partir du 2 mars, il y aura une rétrogradation de Vénus qui va toucher la conjonction large avec Neptune-Saturne. Et le jour de notre congrès, c'est-à-dire les 29 et 30 mars, Vénus et Mercure seront toutes deux rétrogrades, conjoints à Neptune. Et on pourrait vous demander quel travail intérieur cela peut demander à nos conférenciers et aux personnes présentes ce jour-là. Et puis après, élargir de façon plus générale, qu'est-ce qui est demandé au collectif auquel nous appartenons? Qui veut répondre à cette question? Ben, je vais bien continuer. Oui, Euh, euh, les planètes rétrogrades, lorsqu'elles sont en transit, elles ne créent pas les conditions d'une réceptivité objective. Donc à ce moment-là, l'idée c'est si on parle du congrès par exemple, c'est plutôt d'être dans un état d'esprit de parler ou que l'inconscient soit ouvert et de parler à l'inconscient des personnes qui sont là, du public. C'est-à-dire et lorsqu'on parle à l'inconscient, on ne parle pas comme on parle au conscient. On utilise des métaphores, on utilise des images, on tout à utilise fait. Oh là là. des grands fils de sens, et on n'est pas dans quelque chose qui est descriptif, technique. On ne parle pas de faits, on parle d'imaginaire. Donc, je crois que cette période est essentielle, Mercure-Vénus, pour s'ouvrir à des valeurs auxquelles on n'avait jamais pensé et de les dessiner. On peut les dessiner à travers des mots, on peut les dessiner à travers des projets, on peut les dessiner à travers des œuvres d'art, peu importe, ou à travers le corps, à travers la danse, hein. Mais c'est quelque chose qui vient des profondeurs et qui n'est pas... qui doit se battre au contraire contre les a priori et la pression des vieux systèmes. Et je trouve que nous avons bien choisi le thème du congrès qui est la conjonction Saturne-Neptune, parce qu'il y a quelque chose d'assez approchant, hein. C'est-à-dire que sortir de la pensée rationnelle pour s'ouvrir à l'espace des symboles. Oui, C'est alors surtout ça, effectivement, moi je pense, c'est la dimension symbolique surtout qui peut Oui. être intéressante. Tout à C'est-à-dire fait. que Et ça rejoint l'approche la conjonction Saturne-Neptune. oui, avec Oui, la c'est ça que je dimension voulais dire, de tu cette vois. Vénus rétrograde, c'est insister peut-être les conférenciers et puis le public, c'est insister les gens sur la dimension symbolique de l'astrologie. C'est-à-dire le symbole, à ce moment-là, il est aussi, il faut pas oublier que le symbole, il est polymorphe. Donc, dans ce sens, c'est d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus large, qui fait appel à l'imaginaire, qui fait appel à la réflexivité, et c'est pas d'avoir des réponses objectives par rapport à des situations. C'est de voir comment ça peut fleurir de différentes façons et comment ça peut éveiller chez chacun à la fois son imaginaire, sa réflexion, et donc ça peut être aussi tout un moment donné pour chacun, ce congrès, d'une grande, je dirais, d'une grande méditation, hein, d'une méditation sur ses propres valeurs, sur les valeurs personnelles, sur ce qui m'anime, et donc ça peut être à ce moment-là un moment de réflexion et d'interrogation. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve vraiment que ça rejoint quand même le sujet de notre congrès qui est justement Saturne-Neptune, la vastitude de Neptune. oui, parce que Et Neptune donne une image de l'inconscient collectif, enfin Mais donne cette complètement. ouverture à l'inconscient collectif. Et juste une parenthèse de point de vue plus anecdotique, ce serait peut-être probable de retrouver, pour les personnes qui seront là à ce moment-là, de retrouver des personnes qu'elles n'ont pas vues depuis 8 ans. ouais, c'est à ça que je pensais, ouais, ce Et côté ça de, va être, ouais. et ça va être le cas.
Oui. Puisqu'il y a 8 ans, Vénus rétrogradait au même endroit du zodiaque. Mm. Hmm. Donc c'est renouer avec des vieilles amours ou des vieilles Mm. amitiés qui n'ont pas été complètement réglées à ce moment-là. Alors, Luc, merci. C'est exactement ce qui est à l'œuvre dans la préparation de ce congrès. Mm. Mm. C'est-à-dire, on renoue avec des personnes avec qui euh, on avait, on avait longtemps été en amitié, qu'on avait un peu perdu de vue, et c'est le moment de grandes retrouvailles, de s'apercevoir 20 ans après on a tous reçu le même enseignement au début, on a des singularités différentes, et c'est le moment de se retrouver. J'étais vraiment complètement branchée sur cette dimension-là de retrouvailles, de cœur et de reprendre autour d'un art quand même. Parce enfin pour moi, c'est l'art astrologique aussi qui est au cœur. Donc ça nous ramène aussi à cette dimension de comment nous pratiquons notre art tous ensemble, en acceptant effectivement nos différences aussi, hein. C'était vraiment la question de comment on l'incarne, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose pour moi dans Vénus aussi qui est comment ça va être incarné pendant ces Comment deux on jours. l'incarne avec cette structure de Saturne, Mm. comment les deux planètes vont pouvoir s'incliner devant l'autre en reconnaissant chacune la beauté de chaque planète, la nécessité de chaque planète. Comment Saturne et Neptune vont pouvoir s'allier Mm. Mm. ensemble pour créer un collectif humain et bienveillant. Mm. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, mais n'allons pas trop loin et, et continuons le fil de notre table ronde. Il y a une rétrogradation, une planète rétrograde peut-être à envisager. La rétrogradation de Mars n'est pas terminée. La rétrogradation de Mars, est toujours à l'œuvre. Elle se termine le 24 février, mais la boucle sera toujours là. Et ce que l'on sait, c'est que Mars, pendant longtemps, s'est trouvé à l'opposition de Saturne. Ça, vous le savez tous, hein. Aujourd'hui, elle est au trigone de Saturne. Est-ce que, je me demandais, et nous nous demandions, est-ce que le travail d'élaboration de la rétrograde, cette planète rétrograde qui va se trouver au trigone de Mars, eh bien, est-ce que cette rétrograde va être vécue de manière différente, et de quelle manière elle peut être vécue maintenant? La question doit être très claire pour apporter des réponses si Non, foudroyantes. elle est claire, mais j'ai pas regardé. Il faudrait regarder ce qui s'est passé au moment de l'opposition au Soleil pendant que Mars rétrogradait. Et donc, en théorie, en tout cas, ce qui s'est passé à ce moment-là va être mis dans des structures étatiques, politiques, organisationnelles avec le trigone à Saturne. Voilà. Donc, au fond, il y a une espèce d'incorporation de la nouvelle doctrine, entre guillemets, militaire, qui peut être aussi pour la paix, hein, à ce moment-là. C'est tout à fait à ça que je pensais. Ouais, qui peut être pour la paix, on peut l'espérer, mais ça peut être Oui. pour la guerre aussi, hein. Mm. Ouais. Tout Moi, dépend je du ne travail serais qui pas a été aussi fait pendant la optimiste que toi à rétrogradation. ce niveau-là. Voilà, De mais toute façon. c'est-à-dire qu'il y a effectivement une nouvelle incorporation de ce qui a été compris dans la rétrogradation, mais ce qui a été compris dans la rétrogradation, seule l'âme du monde le connaît, quoi. Oui, moi je pense que ça peut aussi amener beaucoup plus de... Parce qu'en fait, il y a ce changement de Mars aussi, avec tout son passage en fait dans le cancer, où je pense qu'il a pu se charger aussi de beaucoup plus de féminin. Et j'étais en fait, j'étais un peu en écoute l'autre jour, je trouvais intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement-là de femmes seniors qui se mobilisent par exemple en Allemagne contre, contre, par exemple, la montée de l'extrême droite. Et je trouve qu'il y a un mouvement collectif, enfin, je trouvais que ce mouvement collectif de femmes, je le trouvais très martien, et en même temps, c'était dans le cancer pour privilégier, en fait, des mouvements de paix. Enfin, pour empêcher plutôt les mouvements trop extrémistes de se mettre en place. Et je trouvais que Mars avait pu se charger, en fait, d'une énergie beaucoup plus féminine et accompagner en fait des collectifs autrement. Et je pense qu'il y a quelque chose autour du féminin qui est en train de se mettre en place à plusieurs niveaux et qui sans doute transforme aussi nos représentations. Oui, c'est très juste et très intéressant. Gilles, tu voulais intervenir?
Non, ben, c'est-à-dire, moi je voulais dire que simplement, si tu veux, cette rétrogradation de Mars, elle est quand même associée à Pluton, Pluton? à Ah oui. l'opposition à Pluton, Ouais, ouais. parce que c'est quand même pendant toute cette période, la boucle de rétrogradation, elle a commencé le 5 octobre, elle va jusqu'au 2 mai, si, oui, jusqu'au 2 mai, et donc avec les trois passages en novembre, en janvier, et puis au mois d'avril, avec les trois oppositions, les trois oppositions à Pluton. Donc la première, ça s'est fait dans les derniers degrés Capricorne, donc Cancer. Cancer, Capricorne, Et oui. après, ça se fait au début, verso Lion. Donc la dernière étant effectivement aussi verso Lion. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion qui se fait avec la première, puisqu'il est dans la rétrogradation. On a déjà eu la deuxième, c'est faite aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va en résulter? L'incubation. J'aime bien la réflexion d'Elisabeth. Je trouve que ça peut être effectivement intéressant. Mais qu'est-ce qu'il en sortira au moment de la nouvelle entrée du passage de Mars ensuite dans le Lion, et quand il va faire sa dernière Sa opposition. dernière opposition Parce à que, Pluton, bien sûr, oui. certes, il y a le féminin, mais il y a en même temps quelque chose qui peut être très Également. matriciel, qui peut être aussi Clanique. très la défense du clan, hein. Mhm. C'est à la fois, je comprends le côté féminin, mais ça peut être aussi défendre son clan, défendre son territoire, hein, défendre ses intérêts nationaux. Et au moment où Mars redevient en Lion, c'est de pouvoir l'exprimer et le manifester, voire de façon peut-être violente avec l'opposition à Pluton. Je souhaite pas ça, mais il y a quand même des moments de l'histoire où quand on a eu ce genre d'opposition, de transit, ça n'a pas été les moments les plus glorieux de notre histoire, hein. Non. Donc, la référence, je veux dire que l'histoire se reproduit pas forcément toujours de la même manière, mais l'avant-dernière fois qu'on a eu l'opposition Mars-Pluton, avec Mars rétrograde, c'est le moment de la Deuxième Guerre mondiale, Mhm. hein. Tout à fait. Bon, ça, C'est c'est une sûr, incubation de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et Mhm. c'était pratiquement dans les mêmes degrés inversés, hein. Mhm. C'était oui, oui, inversé. ça, on l'a vu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est intéressant d'aborder le niveau mondial, mais au niveau personnel. Et là, c'est ce qu'Elisabeth Elisabeth abordait plus là, au niveau de l'intimité, au niveau personnel. Ce Mars rétrograde Cancer a fait remonter sans doute des problématiques transgénérationnelles qui n'avaient jamais été entendues et permet de les entendre autrement. Moi, je le vois là dans le travail personnel, dans les thèmes personnels, combien Mars rétrograde est riche euh, nous permet d'arriver à régler des problèmes familiaux qui n'avaient jamais été réglés ou d'entendre avec la troisième oreille, celle du sens, les histoires familiales non réglées, tribales, claniques. Hmm. Je sais pas, oui, Gilles, tu l'as vu Oui, aussi. moi j'ai vu ça, mais Situation. c'est vrai, il y a ça aussi, des histoires d'héritage et de se positionner, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait une personne qui était dans cette thématique-là, mais en même temps de prendre conscience, si tu veux, avec cette rétrogradation de Mars en Cancer, et puis qui touchait des points importants du thème, mais aussi que jusqu'à présent, elle est en train de prendre conscience qu'elle n'avait jamais su suffisamment bien défendre, si tu veux, ses intérêts personnels, qu'elle avait jamais su vraiment se positionner, tu vois, elle, et qu'elle avait été toujours pris dans quelque chose justement de répéter le schéma familial. Voilà, Et tout à de fait. dire maintenant, c'est de me positionner, si tu veux, c'est Mars Cancer, ça veut dire aussi, certes, il n'est pas dans sa meilleure position, mais Mars Cancer, ça veut dire aussi défendre son territoire, défendre son espace intérieur, défendre son plan, défendre, on pourrait dire, à quelque chose qui est lié à son intégrité aussi, tu vois, ne Hum, plus hum. laisser agresser comme ça a pu faire auparavant. Donc, c'est cette réflexion. Alors, ça ne veut pas dire le faire violemment, hein. Après, ça va dépendre du niveau de conscience, mais ça veut dire aussi de pouvoir ensuite affirmer, de dire, bah non, voilà, de poser son désir, de manifester son désir et son action de façon différente. Oui, c'est sortir des croyances claniques, des croyances issues du transgénérationnel pour retrouver ce qui vient vraiment de notre intériorité, quoi. Oui. Qu'est-ce qui fait ma présence au monde, mon je suis dans le monde, c'est certainement pas les croyances claniques et familiales, mais cette capacité d'être au monde singulière qui est la mienne, quoi.
Luc, tu voudrais intervenir là-dessus ou Elisabeth? Non, je voulais juste dire que ce que je trouvais intéressant dans les personnes qui ont été très marquées hein, par cette opposition Mars-Pluton, parce que, bien entendu, quand on regarde nos clients, ça va dépendre de leur position dans leur ciel. Bon, il y a quand même des personnes qui sont plus marquées, comme le disait Gilles, hein, si on est très impacté. Moi, ce que je trouvais intéressant dans le cycle, c'est de voir à quel point il y a eu plutôt du réactif dans un premier temps. Je trouve que ça a été très réactif et que ça agissait beaucoup sur l'intériorité des personnes, comment c'était une forme de violence intérieure qu'on ressentait, tu vois, avec ce côté de frein en même temps et de cocotte minute, j'aurais envie de dire. Moi, je trouve que ça faisait très cocotte minute. Et comment la rétrogradation a permis peut-être de plus intégrer les choses et justement de le revisiter autrement et de le vivre autrement. C'est ce que je trouve, ce que je constate. Grâce au Et temps de la oui, rétrogradation, oui, qui a complètement. permis l'élaboration. Enfin, et quand les personnes se posent la question Mhm. aussi, quand même. Ouais, ouais. Luc, tu voulais intervenir? Non, mais je peux le faire quand même, juste pour dire que je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Lorsque Mars rétrograde laboure, au fond, les valeurs du cancer, effectivement, il va euh, euh, redonner une nouvelle capacité de défendre le clan, de défendre les proches, de défendre les personnes qui nous sont intimes, et surtout une manière de le faire qui soit plus en rapport avec des besoins d'âme, des besoins essentiels, et non pas en mode réactif comme on peut avoir tendance à le faire habituellement. Mhm. Ouais, c'est vraiment le je suis, quoi, voilà. Bon, et peut-être maintenant quelques mots sur la rétrogradation de Jupiter, si vous êtes d'accord. Jupiter va rétrograder 2 fois dans l'année. La première rétrogradation s'est terminée le 4 février. Et Jupiter a rétrogradé en Cancer au carré de Saturne, qui était en Poisson. Et la deuxième rétrogradation aura lieu du mois de novembre au mois de mars 2025. Donc, ça, c'est intéressant de s'y arrêter. Et à ce moment-là, Jupiter sera en Cancer et au trigone de Saturne-Neptune. Ben, les effets de la deuxième période de rétrogradation seront sans doute différentes. Vous souhaitez vous exprimer autour de la rétrogradation de Jupiter? Oui, Gilles? Oui, je Luc, peux bien sûr. bien. Euh, alors, le premier point, c'est que lorsque en natal, on a des planètes rétrogrades, et lorsque celle-ci rétrograde en transit, on est plus en harmonie, je veux dire, avec le monde à ce moment-là. Donc c'est plus facile pour les planètes, par exemple pour les gens qui ont Jupiter rétrograde, de vivre ces périodes de Jupiter rétrograde en transit. Pourquoi je dis ça? Parce que pour préparer cette conversation de ce soir, j'ai regardé les thèmes alors Elon Musk, Donald Trump, Ah, J.D. Vance. Ils ont tous une conjonction Jupiter-Neptune rétrograde. Jupiter rétrograde et Neptune rétrograde, sauf Trump, c'est uniquement Jupiter rétrograde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des générations différentes, c'est-à-dire c'est en Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc c'est pas une connivence des narcs qui ont vécu la même chose, la même génération, etc. Par contre, je trouve qu'on a dans ces personnages une belle illustration de Jupiter rétrograde, conjoint Neptune ici en plus. C'est-à-dire, c'est ce désir de créer de nouveaux rapports sociaux, c'est une forme d'idéalisme par rapport à changer l'organisation sociale. Alors là encore, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet. Hein. Mais si on compare par rapport au thème de Jeff Bezos, lui, il est Capricorne, ascendant Bélier, sur les 10, etc. Il a typiquement un thème d'homme d'affaires, mais il ne s'implique pas dans cette grande utopie américaine de changer la nature des choses dans les relations, dans l'organisation du monde. Donc, donc pour moi, Jupiter rétrograde, donc ça va s'accentuer dans les périodes que tu disais. Ça a déjà eu lieu autour des élections américaines et ça va s'accentuer dans la deuxième période que tu citais. C'est-à-dire cette manière de revisiter les liens sociaux, nationaux et internationaux, en fonction d'une utopie, pour la mettre en place et en réalité changer les liens, le jeu géopolitique.
Voilà, pour moi, c'est une belle illustration de ce Jupiter rétrograde chez ces trois personnages et leur action politique aujourd'hui. Intéressant, oui. Et Avec en plus cette anecdote, mais on sait que Trump considère qu'il a évité l'assassinat parce qu'il a été protégé par Dieu ou par des anges. Et c'est effectivement ça que vivent les gens qui ont Jupiter rétrograde, c'est-à-dire le sentiment d'être protégé et guidé par des instances supérieures qui sont d'ordre mystique, mystique avec Neptune, métaphysique avec Jupiter. ok. Gilles, tu veux intervenir? Oui, moi, par rapport à ça, oui, bien sûr. Je dirais que par rapport à Jupiter rétrograde et donc de ce que ces personnes peuvent proposer, c'est souvent des personnes qui ont, on pourrait dire, qui font faire souvent dans leur manière de s'insérer socialement, si tu veux, ils sont bien évidemment, je rejoins ce que disait Luc, avec cette histoire de vouloir apporter quelque chose d'autre et donc avec une difficulté d'insertion professionnelle ou sociale classique. Et souvent, pour toutes les personnes qui ont un Jupiter rétrograde, alors sans forcément le relier à Neptune ou à d'autres, mais dans ce sens, ça veut dire aussi souvent, j'ai remarqué que ce sont des personnes qui font la différence, je dirais, entre ce qu'on pourrait appeler dans l'insertion sociale la hiérarchie de fonction et la hiérarchie de compétences. C'est-à-dire, en fait, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus en phase dans leur façon de s'intégrer socialement avec des gens qui vont considérer, eux, selon leurs propres valeurs, comme compétents plutôt que comme responsables. Ça veut dire en fait que c'est pas la responsabilité qu'ils vont privilégier, donc c'est pas la hiérarchie, et donc souvent ça va les amener d'ailleurs à être en brouille avec la hiérarchie ou avec tout ce qui est establishment, où on voit très bien d'ailleurs avec Musk et Trump hein, en particulier. Donc et par contre ils vont rechercher tout ce qui va être de l'ordre de la compétence et donc, ils vont respecter beaucoup plus une hiérarchie de compétences qu'une hiérarchie de fonctions. Très intéressant comme notion. Mm. Qu'en penses-tu, Elisabeth, toi qui travailles dans les thèmes personnels, enfin comme les autres astrologues, Oui, mais oui. J'aime bien ton idée, Gilles. Il va falloir que je revérifie chez mes clients justement cette question de compétences et parce que effectivement, ce que je trouve intéressant chez les personnes qui ont souvent un Jupiter rétrograde, c'est comment elles se font reconnaître pour enfin pas pour la raison classique C'est en ça. fait. Et ils ont vraiment et donc du coup ça me donne tout de suite enfin, en tout cas, ça me donne un insight sur la façon dont ils fonctionnent, parce qu'ils ont souvent une ambition là, et ils ont donc du coup des réussites dans leurs ambitions, là où d'autres n'ont même pas pensé regarder. Il y a et je trouve intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser vraiment, bien entendu, à la rencontre entre Jupiter et Saturne, quoi. Comment j'incarne en fait cette expansion à tout prix et comment je vais la vivre en fait professionnellement à tout prix en m'asseyant un petit peu sur les règles, parce que c'est pas ça qui est le plus important, mais c'est vraiment d'avoir oui. du résultat. Et Mhm. je trouve que ça marche très très bien dans cette dimension-là. C'est très, très intéressant, oui. Mm. Pardon, je t'ai coupé la parole, Non, enfin, Elisabeth. ça m'allait bien dans ce côté de, je l'avais pas lié en fait à la notion de Voilà. compétence et de responsabilité, mais dans ce que vient de dire Gilles, je viens vraiment complètement de switcher sur qu'est-ce qui se passe pour eux dans je prends mon expansion. Je prends mon expansion Voilà. différemment. Et moi, ça m'a permis de switcher aussi sur une chose, c'est que Jupiter rétrograde, je le rencontre très très souvent dans les histoires transgénérationnelles où les arrière-grands-parents, grands-parents, parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu des spoliations. Mhm. Donc, comme j'ai vécu des spoliations, je ne crois pas à la hiérarchie, mais je crois à la véritable compétence. Mhm. C'est-à-dire, voilà, je crois à la valeur que l'on doit prouver et pas à la valeur acquise par la hiérarchie. Mhm. Puisque on m'a montré dans le transgénérationnel que ces valeurs-là pouvaient être bafouées, quoi. Mhm. Il y a d'autres personnes. Luc, tu veux t'exprimer? Non, je suis d'accord avec ça, tout à fait. Ouais. Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est effectivement comme en voulant réparer une injustice généalogique, je m'ouvre à des valeurs beaucoup plus profondes et,
c'est intéressant de voir comme les blessures transgénérationnelles peuvent faire de nous des meilleurs humains. Parce qu'on est obligé de refabriquer des valeurs qui ont été transgressées et en les fabriquant à partir d'une échelle sur laquelle on aura réfléchi par nous-mêmes, quoi. Alors, Bon, Jupiter, en même temps, juste, ce qu'il y a quand même, c'est que ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Ah oui, oui, mais c'est pas et mal. ça représente beaucoup de monde, mais chacun a une histoire Mais oui, singulière non, et on le vit tous à des niveaux différents. On peut le vivre bien au niveau sûr. socio-culturel, on peut le vivre au niveau transpersonnel, etc., etc. Et puis c'est dans telle maison, avec tel ascendant, etc., quoi. Non, mais Donc bien sûr, mais je disais que finalement, on est quand même assez enfin, il y a beaucoup de monde donc, du coup, ça voilà, devient, sur les transpersonnels, l'impact personnel voilà. existe, Mais mais dans le avec monde cette, oui. aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se pose la question comment gagner sa vie sans la perdre, qui serait Oui, Jupiter rétrograde. Bon, ça c'est autre chose. et on ne parle pas de gagner plus. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie en la perdant, Mhm. plus que de gens qui gagnent leur vie en la gagnant. Bon, ça, c'est autre chose. C'est une illustration de Non, Jupiter. mais en même temps, je trouve que c'est une assez belle illustration de Jupiter, parce que si on repense à notre président, je crois il me semble qu'il a Jupiter rétrograde, hein, Oui, oui, tout à fait. et qui disait il y a qu'à traverser la rue, quoi, tu vois, donc il y a quelque chose de quand même très simple, quoi. Il y a des expressions comme ça où tu te dis, bah oui, ça paraît simple. Ouais. Ça renvoie au côté pratique. Non, puis ça renvoie à lui-même Traverser la rue. sa façon d'avoir fait de la politique, hein. Mais oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il est sorti du côté classique et il n'a pas du tout suivi la fonction d'élu, de ça, de Mhm, monter les mhm. échelons et d'avoir fait quelque chose. Il sait, voilà, il est, comme le disait Luc, il y a un côté, alors on apprécie ou pas, mais il y a un côté comme s'il se sent inspiré, une vocation en quelque chose de mystique Voilà. qui traverse, et puis voilà, c'est ma mission. Voilà, c'est Mhm, ça que mhm. j'ai à Mais faire. sa mission, il n'a pas suivi une voie saturnienne, c'est le moins Pas qu'on Ah, du puisse ça c'est tout, du sûr, tout. ça c'est Il sûr. a jamais été élu. Il a été pendant un an membre du Parti socialiste et puis c'est tout. Il a jamais renouvelé sa carte et puis voilà. Et puis, il a remis en cause les partis, les différentes parties, tu vois. Complètement, complètement. Mm. La gauche et la droite, et en même temps, bon, peut-être une illustration. Et si maintenant nous parlions des planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton. Alors, Tu pourquoi veux c'est pas parler de Saturne? On n'a pas droit à Saturne. Voilà, c'est ça. ah, On n'a pas le droit à Saturne. je croyais que Saturne est... Bon, allons-y. Qui veut s'exprimer à partir de Saturne sur la rétrogradation de Saturne? Luc. Ah, je disais pas ça pour m'exprimer. Euh, la rétrogradation de Saturne, alors en natal, je dirais pour le synthétiser, il s'agit simplement d'accepter d'être heureux. Parce que, au fond, on se met plein de. Bon, en fait, lorsqu'une planète est rétrograde, elle est retournée vers l'intérieur. Donc, le gant de la loi, le gant de la rigueur, le gant de fer de la volonté est tourné vers l'intérieur et ne protège plus la personne comme elle devrait le faire en étant tournée vers l'extérieur. Donc, du coup, on a du mal à dire non à quelque chose qu'on aimerait refuser et on a du mal à accepter ses propres faiblesses et ses propres fragilités parce qu'on est très exigeant par rapport à soi-même. Donc, c'est un péché d'orgueil en réalité, mais il est introjecté. Donc, j'ai envie de dire, Saturne rétrograde nous amène à nous restructurer. Et je crois que le meilleur exemple, c'est Jung. Jung, il était ascendant Capricorne. Bon, certains le mettent ascendant Verseau, mais peu importe, C'est ça change Rudyard rien. qui le met Saturne, ascendant Capricorne, hein. oui, c'est Rudyard, oui. Mais c'est aussi Ouais. lui, il donne son heure de naissance. Bah, sa fille, elle donne 19h32 et ça lui donne un Je ascendant sais, Verseau, ouais. je sais. Mais enfin, pour la démonstration, ça ne change rien, puisque Non, Saturne a non, mis parce le que de toute Capricorne. façon, il On a est maître Saturne des en deux. 1 et rétrograde en Il Voilà. a Verseau. Saturne rétrograde Donc, dans tous les cas, oui. donc, le maître de l'ascendant Saturne est rétrograde, et au cours de tout son travail d'autopsychanalyse, de descendre dans les profondeurs, il a transformé le vieil homme en nouvel homme. Donc c'est exactement ça, Saturne rétrograde. C'est-à-dire comment descendre, et il est bien outillé pour ça, parce qu'il est capable de se confronter à la folie, comme l'a fait Jung, etc. Comment descendre dans ses propres profondeurs et transformer sa propre structure, sa propre identité. Donc c'est cette opportunité que nous offre Saturne rétrograde, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que
d'un point de vue objectif, il y a souvent une absence d'image pair et il Oui. y a souvent un sentiment de culpabilité qui est très profond. Donc tout ça, c'est des leviers de travail intérieur aussi. Oui, c'est ce Très que intéressant, disait oui. Jung. Très Pour aller intéressant. dans ton sens, si tu veux, c'est ce que tout à fait disait Jung en parlant de son père, c'est-à-dire ce Saturne rétrograde en maison 1. En plus, c'est la première planète qui se lève, hein, que tu prennes l'ascendant Capricorne ou Verseau. Et en fait, il disait, mon père était un homme à la fois incapable et Ouais. digne de confiance. Mm. Tu vois, et ça, je trouve, ça illustre très bien, si tu Donc, veux, le manque d'image pair qu'il a donc pu, ouais. qu'il a pu éventuellement peut-être non plus essayer de trouver en relation avec Freud, mais ça n'a pas fonctionné non plus parce que il y a un besoin de restructurer quelque chose depuis l'intérieur et de ne pas pouvoir s'appuyer sur une structure extérieure qui pourrait permettre effectivement de se construire. Donc, Mhm, son mhm, travail d'intériorisation, il part de là. C'est tout le mhm. sens c'est Tout à tout le fait. sens Mhm. de ce Mm. Saturne de ce Saturne rétrograde. Il y a un côté un peu qu'on retrouve avec Boris Vian aussi qui a ça, hein. Il a lui opposé Uranus d'ailleurs, hein. Mais il a un Saturne rétrograde aussi très puissant opposé Uranus. Il y a un côté malgré tout, bon, chez Jung qu'on retrouve qui était rebelle par rapport à une certaine façon de voir les choses à cette époque. Hmm. Mhm. Et qu'on retrouve chez Didier Dumas, ce grand psychanalyste qui a écrit Sans père et sans repère et qui, au Jardin d'idées, montrait combien la fonction paternelle se forme dans la psyché quand on a eu un père qui a assumé son rôle de père sur 3 générations. Hmm. Et je trouve qu'il en parlait bien. Elisabeth, tu veux parler? Tu Oui, veux... moi je pense que effectivement la rétrogradation de Saturne, elle amène toujours en fait à pouvoir se construire sa propre image de père. Vous avez tous ces exemples-là. Moi, je pensais aussi au Oui. thème de Proust avec ce Saturne au milieu du ciel. Donc de comment et en fait aussi je trouve qu'il y a quelque chose de cette question de comment construire sa reconnaissance. Et je trouve qu'avec les Saturnes rétrogrades, enfin suivant la période dans laquelle on vit, je pense qu'il y a aussi de comment je peux avoir ma propre autorité reconnue qui prend du temps, voire qui arrive plutôt sur le tard avec cette dimension de Saturne rétrograde. Parce que c'est un travail hyper lent, c'est quand même toute la structure intérieure que tu vas Tout à fait. construire. Tu Hmm. prends l'exemple de Proust, c'est à partir de 30 ans. C'est intéressant de noter que Proust a d'abord été avoué au clerc de notaire. Oui. C'est à 30 ans qu'il a donné un coup de pied dans la transmission généalogique. Il ne serait pas avoué comme son père, mais il serait écrivain. Mais Mm. il l'a payé très cher dans son corps, c'est suite à une somatisation extrêmement longue qu'il a pu revendiquer son identité, sortir de la gangue paternelle et de la filiation paternelle pour advenir à lui-même. Mais l'exemple de Proust est vraiment intéressant et en même temps douloureux. Douloureux, oui. Ouais. Et en même temps, là, avec Saturne, quand tu parles de la période actuelle, parce que Saturne, il va être la prochaine rétrogradation, là, c'est du 13 juillet jusqu'au 28 novembre. Et en fait, la rétrogradation, comme tu le disais, elle se fera dans l'ordre du trigone à Jupiter. Donc, Oui. ça peut être intéressant par rapport aux phases carrées qu'on a eues précédemment. Et puis, mais surtout, quand on voit la boucle de rétrogradation, c'est intéressant parce que, en gros, si on fait le compte, Saturne, il rétrograde, la boucle de rétrogradation, en gros, elle dure à peu près 11 mois dans l'année. Ça veut dire en fait que la boucle de rétrogradation, là, elle va aller du 6 avril 2025 Ouais, très juste, oui. jusqu'au 2 mars 2026. Donc, Ouais, oui. dans chaque année, on voit bien que il balaye quand il reste quand même rétrograde dans sa boucle pardon, de rétrogradation. Donc, balayer une bande de zodiaque en gros de 7 ou 8 degrés pendant pratiquement 11 mois, hein. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui est balayé pendant cette période-là, pour chacun d'entre nous. Parce qu'il va passer la plupart du temps donc, dans ces bandes 3 fois 3 fois en aspect à une planète natale. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut voir sur un plan personnel. Oui, c'est ça que c'est. Oui, cette insistance est tout à fait intéressante, oui. Luc, tu voulais t'exprimer de nouveau sur Saturne? Saturne rétrograde, non, on va voir ce que ça donne sur le plan géopolitique, mais non, je sais pas. Je sais Ok, pas. non, mais on a fait le tour.
Et peut-être maintenant, place aux trois transpersonnels, Uranus, Neptune et Pluton. Alors, vous savez qu'Uranus passe en Gémeaux début juillet, puis il va rétrograder en Taureau avant d'opérer le grand changement définitif en Gémeaux le 4 février 26. Neptune passe en Bélier au mois de mars, au moment du congrès, et de juillet à décembre, il va de nouveau retourner en Poisson avant d'opérer son passage définitif dans le signe du Bélier. Alors, on se posait la question, comment comprendre ces rétrogradations des tranches générationnelles? Est-ce des phases de récapitulation, de transition majeure avant le grand changement? Et comment cela peut-il se vivre dans nos vies? Qui veut intervenir sur cette question qui est complexe? Mais la phase de récapitulation, c'est intéressant, cette idée de récapitulation, quoi, c'est vrai qu'on est une planète qui est restée 14 ans ou 30 ans dans un signe, a besoin de récapituler avant de changer de signe. Luc? Oui, c'est une question difficile. Euh, euh, En soi, la rétrogradation est déjà une période de récapitulation. Donc, effectivement, à la fin d'un signe, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut diviser, comme vous le savez, les signes en 12 sous-phases. C'est-à-dire, ce qui fait des espaces de 2 degrés 30 correspondant chacune aux signes du zodiaque. Donc 0 à 2 degrés 5 bélier, 2 degrés 5, 2 degrés 5 de taureau, etc. Donc à la fin des signes, on est en sous-phase poisson. Donc ce qui veut dire que le poisson, c'est aussi le signe de la grande dissolution ou de l'accomplissement dans une dimension d'amour, dans une dimension plus universelle. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ces planètes transpersonnelles vont aller rechercher l'essence du signe précédent et s'en servir comme fuel, sans mauvais jeu de mots, pour alimenter le signe suivant qu'elles vont transiter pendant 7 ou 14 ans. Mhm. Et ça nous dit bien une période de rituel de passage, parce que c'est ça le Oui, sens d'un rituel de oui, passage. oui. C'est-à-dire, on salue la période passée, on prend ce qu'il y a à prendre du passé pour enjamber le futur. C'est une cérémonie de passage de seuil. On est dans quelque chose qui engage la planète en ce moment et qui Alors nous après, engage individuellement aussi, hein. après le fait que les trois transpersonnels changent de signe, ça veut dire effectivement que la tonalité de l'âme du monde va complètement Tout changer. à fait. Ouais. Donc, donc Neptune en bélier, bon, ça c'est conjoint à Saturne, mais on a un renouveau de toute une forme d'idéalisme, alors qu'en ce moment on est plutôt dans une dimension d'apathique du poisson, hein, c'est-à-dire l'aspect un peu ombre du poisson, où il y a plus il y a plus rien qui nous tire vers le haut, vers le ciel. Donc là, on peut penser à Neptune bélier, il va y avoir un renouveau des aspirations spirituelles. Uranus, Uranus Verseau, donc ça, on en avait parlé, mais Ah, bah, les Gémeaux, tu peux dire. Gémeaux, tu pardon, dis. oui, Pluton Verseau, pardon. Mon Euh, verso, d'accord. Pluton Verseau, c'est les fondements profonds des puissances qui sont questionnées, qui sont bouleversées, qui sont remises en cause. Euh, Donc, le passage du Capricorne au Verseau sous l'égide de Pluton, ça veut dire que les structures internationales ben, vont commencer à prendre de l'air, à cesser d'être sclérosées dans leurs vieilles habitudes et leurs vieilles routines, comme c'était le cas fin Capricorne. Et puis, Uranus Gémeaux, C'est c'est bon. ça? Ouais. Uranus Gémeaux, ben, on peut espérer qu'il y aurait une pétillance des nouvelles qui va souffler sur le monde. Ouais. Merveilleuse façon de récapituler les périodes, Luc. Ouais, c'est passionnant. Elisabeth, tu voulais dire? Non, là, moi, je suis, enfin, je trouve que la façon dont Luc l'a présenté, c'est super. Moi, je me dis qu'en parallèle, on voit euh, ce que enfin, je me dis qu'en même temps, il y a toute une espèce d'environnement que je trouve beaucoup plus explosif par ces différents passages-là. Et j'espère qu'on aura le côté de la poésie tel que l'a présenté Luc vraiment.
Parce que sinon, moi, je me dis, Uranus dans le Gémeaux, Neptune dans le Bélier et Pluton dans le Verseau, déjà dans le Capricorne, on voit comment il a un peu dissous tous les systèmes. Je me dis que ces passages-là, je les trouve plus tensionnels et j'ai peur qu'on ait. Enfin, je veux pas utiliser le mot peur. Je trouve que enfin, ça m'amène moi plutôt à une idée qu'il y a deux niveaux d'évolution qui se font en parallèle. Alors, je me dis qu'il y a des évolutions qui vont se faire sans doute d'une manière beaucoup plus libertaire et tant mieux. Et en même temps, j'ai peur qu'il y ait des choses qui se sclérosent beaucoup plus. Dû à la peur. Dû aux peurs et puis au système qui se durcit souvent quand il y a justement il y a trop de liberté. Oui. Elisabeth, on a changé de rôle là. C'est toi Oui, qui. il doit y avoir des. Mais, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, lorsqu'une nouvelle vague d'énergie rencontre une ancienne vague d'énergie, il peut y avoir des explosions et des tensions. Et Gilles, ton point de vue? Bah, par rapport à moi, je verrais le côté intéressant, c'est le passage aussi qui peut être aujourd'hui qu'on développe beaucoup plus cette notion de l'IA. Avec ce passage, à la fois, on aura le trigone Uranus-Pluton, avec Uranus donc en Gémeaux. Et ce passage du taureau au Gémeaux, j'avais remarqué, c'était intéressant quand Uranus était passé en taureau et quand il était passé du bélier au taureau. Et en fait, quand Uranus est passé en taureau, il y a eu quelque chose qui est resté un petit peu, qui est passé sous silence un peu, mais en fait, il y a quelque chose qui est un organisme international des poids et des mesures. Et Ah cet oui, tu en as parlé de ça, oui. cet organisme international des poids et des mesures s'est réuni juste au moment où Uranus était fin bélier, où il passait en taureau, et ils ont considéré que le kilogramme étalon et le mètre étalon, eh bien, qui étaient représentés par des valeurs matérielles, sous cloche, etc., dans un pavillon, pavillon de Breteuil et tout ça, eh bien, ils ont changé ces règles-là et ils ont défini que maintenant, le kilogramme étalon, il était défini on pourrait dire, un algorithme mathématique dérivé de la constante de Planck. Donc, ça veut dire ce qui définit un poids, c'est plus de la matière, hein, avec Uranus qui rentre en taureau, c'était devenu quelque chose de complètement, on pourrait dire, euh, De l'énergie. dématérialiser de l'énergie pure. Et alors maintenant, avec le passage en Gémeaux, ça peut être complètement quelque chose de cet ordre-là qui s'accélère et qui peut être l'accélération d'une dématérialisation du monde, quoi. Ah oui, tout passe en numérique et de l'intelligence artificielle, il y a des L'intelligence choses évidentes. artificielle, le chat GPT, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est pour ça que je comprends les tensions ou les choses, comment on pourrait effectivement continuer de pouvoir gérer tout ça, quoi. Voilà, donc ce passage en Gémeaux, alors moi j'ai plus d'espoir avec le trigone à Pluton, tu vois, parce on a vécu là, quand même la tension du carré pendant quelques temps. Mais là, maintenant, avec le trigone, ça peut permettre des ouvertures et peut-être quelque chose après cette période de tension. J'aurais de voir comment peut-être aussi avec ça, un nouvel ordre du monde pourrait aussi permettre des nouvelles ouvertures. Mais pour l'instant, c'est encore tout ça, on est encore dans quelque chose, on est encore dans la fin d'ailleurs du passage de Neptune en Poisson. On est dans une période, comme le disait Luc, d'apathie de pas trop savoir où on va. On est dans la fin de ce cycle Saturne-Neptune. Donc avant les passages, les entrées en bélier, et puis avant la deuxième moitié 2025, je pense pas qu'on y verra forcément beaucoup plus clair. Bah, c'est certain. Et Elisabeth, tu voulais intervenir? Non, non, enfin, je réagissais enfin, je pensais à ce que disait Gilles par rapport à l'IA avec justement ce grand rassemblement qui a eu lieu là sur l'IA et qui reste quand même, enfin, on imagine bien que ce qui est en train de se jouer là aujourd'hui, c'est énorme, quoi. Oui, Mais oui. en savoir comment ça va se passer. Oui, ce que vous dites tout en sous-note, c'est les rétrogrades nous font basculer dans une période Mm, d'incertitude mm. et de recul, d'intériorité. Et de cette intériorité, il y a un tout possible peut-être, quoi.
il y a de nouveaux possibles De nouveaux possibles, de nouveaux peut-être. possibles très précis parce que justement, l'âme du monde dialogue avec le monde extérieur, le monde objectif, hein, sur des principes et des archétypes très précis. Donc la question n'est pas que tout est possible, la question c'est plutôt est-ce que ce qui est possible comme nouveau serait réalisé. Et ça dépend vraiment de notre capacité à percevoir ces grands courants de force qui habitent l'âme du monde. Magnifique, oui, tout à Je fait. voudrais revenir juste sur ce que disait Gilles, je n'avais pas vu ça. Effectivement, lorsqu'Uranus est rentré en taureau, le poids, en fait, le poids s'est dématérialisé, mais il s'est surtout mathématisé. Oui. Et donc, du coup, je fais cette connexion. J'avais regardé les mathématiciens qui avaient eu les médailles Fields, leur thème astrologie, et beaucoup sont marqués par le tout. C'est-à-dire, ou les physiciens, c'est-à-dire, en fait, l'aspect, on va dire, invisible du taureau, c'est précisément les mathématiques qui sont la nature même du rêve, puisque euh, le monde est nombre, hein, comme disait j'ai oublié son nom, c'est dommage pour une citation. Enfin, peu importe. Comme disait, c'est pas Platon, c'est un peu avant, mais bon. En tout cas, le monde est nombre. Donc, le monde objectif est nombre. Et donc, Uranus, en passant au taureau, a révélé ce qui se cachait sous la dimension de la matière, c'est-à-dire le nombre et les mathématiques. Donc, je trouve que c'est intéressant Hmm. comme observation. Bon, alors peut-être on va regarder un petit peu les questions qui Luc, il y a nous sont Michael qui te venues sur répond, le qui dit chat. c'était C'est Pythagore. Pythagore. C'est Pythagore. Voilà, Voilà, merci, Michael. Pythagore, oui, voilà. Merci. Alors peut-être on va voir un peu les questions qui ont été. C'est fascinant, le dessin qu'elle dévoile, l'étoile de Vénus. Vous voulez réagir sur l'étoile de Vénus? Ah oui, oui, je veux bien réagir sur l'étoile de Je me Vénus. doutais, Luc. En fait, donc effectivement, si on suit les rétrogradations successives de Vénus dans le ciel, on observe que en 8 ans, euh, les rétrogradations successives dessinent une étoile à 5 branches. J'ai le dessin si vous voulez, je peux le partager. Volontiers. Mm. Oui, Alors, je peux le partager, Catherine. Oui, si tu veux, oui. Voilà, comme ça peut permettre d'illustrer le propos de Luc. Voilà. oui. Trop gentil. Voilà. Alors cette étoile à 5 branches est en fait une étoile d'or fondée sur le nombre d'or. Et en fait, j'ai vu un joli travail de Howard Crowhurst récemment où il explique l'origine du 14 février, le jour des amoureux, hein. Et en fait, c'est un rapport du nombre d'or des 3 mois des 3 mois d'hiver, entre le solstice d'hiver et le début du printemps. Donc ce 14 février tombe exactement euh, dans une section d'or. Enfin, c'est comment vous dire? Si vous prenez le nombre de jours après, le nombre de jours avant, vous les divisez, vous tombez le 14 février, qui est à 600, le nombre d'or, c'est un 618. Donc, et ça renvoie directement à Vénus, qui est une étoile d'or. Donc, on a cette correspondance entre le 14 février Vénus et l'harmonie, la beauté, l'élégance, puisque le nombre d'or, évidemment, se retrouve à la fois en musique et dans la suite de Fibonacci et dans la nature. Donc on a cette très belle imprégnation de l'étoile de Vénus dans tout ce qui concerne les arts, la beauté, les talismans et les pentacles. C'est-à-dire comment pentacle c'est fondé sur le 5, c'est-à-dire le pentacle c'est quoi? C'est exactement le sens de Vénus rétrograde. C'est-à-dire, c'est cette capacité de se sentir habité par une puissance qui se manifeste dans une forme. Et ça, c'est la source de la magie, en réalité. La capacité de lancer des sorts et de charmer d'Aphrodite de Vénus. Ah ouais, ouais, tout à fait. Donc, on voit que le rapport au réel de Vénus, et surtout lorsqu'il est rétrograde, met en mouvement l'étoile d'or et met en mouvement cette capacité du monde magique de développer en nous des talents et voire également du charisme, puisque
72 et 36. 72, c'est l'aspect de charisme. Le quintile et 36, c'est la moitié. C'est un talent. Et ils sont aussi codés dans l'étoile de Vénus. Donc, on a un autre monde que le monde de la rationalité mercurienne qui émerge grâce à cette étoile d'Inde. Oui, très très intéressant. Peut-être, Gilles, tu peux couper le partage. Voilà, merci. Alors, il y a une question peut-être que l'on pourrait aborder. Uranus en taureau, c'était l'écologie. Quel devenir pour l'écologie avec Uranus en Gémeaux? Oui, ça vous inspire beaucoup, je vois. Pourquoi Uranus en taureau, c'était l'écologie? Euh, c'est une question posée par Joël. Uranus en taureau, c'était l'écologie, c'est démarré bien avant. Quel devenir pour l'écologie avec Uranus en Gémeaux? Je pense que cette Ah, personne voulait dire Uranus en taureau, la Terre, la Oui, par oui, prévision, rapport oui, oui, aux soins mais de la le terre, oui. support de la Terre. l'écologie est bien plus ancienne. Et L'origine de bien plus l'écologie, ancienne, bien c'est bien sûr, Mm, oui. avant. mm. Oui, oui. Moi, l'écologie, s'il l'associe à un signe, ça serait plutôt la Vierge, hein. Oui. Les signes de Mm, terre, la mm, Vierge, le mm, taureau. mm. Ouais. Et il y a eu dans le questionnement euh, la, la place du père que l'on détrône, Pluton Capricorne, en écoutant les reportages proposés par certaines radios, comment la sortie littéraire, la place du père est abordée différemment, prendre sa place dans le clan, etc. Qui veut intervenir? Sur la question de la place du père, moi, je la verrais beaucoup déjà dans le passage de Pluton en Capricorne, Tout à fait, oui. qui a vraiment détrôné effectivement l'archétype du père, avec sans doute une place du féminin qui est en train de se faire, comme je vous le disais, mais ça va être la question effectivement de comment ce féminin s'exprime, parce que comment dire, s'il reprend les mêmes travers que le type masculin, on est plutôt sur un contre-pouvoir qui refait les mêmes choses. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que cette transformation se fasse beaucoup plus dans une sensibilité, beaucoup plus liée au cœur. Parce que moi, je trouve qu'il y a un retour des fois du féminin aujourd'hui euh, que, que je trouve sans doute, enfin moi je le vois comme un passage effectivement de ce Pluton dans le Capricorne, et qui recrée en fait les mêmes modèles. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est comment on relie beaucoup plus en fait au niveau du cœur et au niveau du corps, et comment ces passages-là peuvent se faire d'une manière beaucoup plus intégrée pour pas reproduire, quoi, pour pas faire du même. Et là, je pense, enfin, j'imagine que ces passages-là peuvent être beaucoup plus liés à des passages, sans doute, enfin, sans doute que Neptune peut permettre ces changements-là, dans le côté de se relier à plus haut, quoi, à une dimension plus large et plus en rêve. Euh, En tout cas, c'est là-dessus que je serai vigilante par rapport à ce passage du masculin, à Mhm. cette transformation du masculin, pour relier beaucoup plus à la dimension intérieure du féminin et beaucoup plus être euh, sur un alignement qui permet en fait de libérer. Enfin, ce serait comment Pluton dans le Verseau pourrait libérer plus les deux parts, ces deux parts et se relier au cœur. Oui, c'est très intéressant, ce nouvel équilibre masculin-féminin. Je pense qu'on est dans ces luttes-là. Mhm. Mhm. Je pense qu'on est dans ces Tout à fait. luttes-là. Il y a un article que Sarah Chouraki, qui fait partie de la Nouvelle Vague, va bientôt nous transmettre justement sur les effets de Pluton Capricorne par rapport à la fonction paternelle. Et de retrouver du féminin. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment l'importance de retrouver le féminin dans son bon sens. Ouais, ouais, ouais. Gilles, tu aurais quelque chose à associer, à dire? Bah, moi, je verrais plutôt l'histoire de retrouver, oui, féminin, mais de voir en fait que c'est peut-être plus avec la notion du verso, ça serait plutôt la notion, moi, j'associerais ça à plus une notion de fraternité, c'est-à-dire du côté plus d'humanisme et de fraternité, c'est-à-dire sortir du côté matriarcat qu'on a connu, patriarcat par la suite, et aujourd'hui peut-être l'ère du fratriarcat.
Ouais, très intéressant. Je pense que Sarah est dans cette ligne-là, dans ce qu'elle va nous donner dans son article. Alors, Luc, tu voulais intervenir sur cette notion-là? Non, parce que c'est un Non? sujet trop complexe, Ok, je trouve, pour être traité comme ça. Donc, ok. Alors, il y avait une question toute différente. Bonsoir. Chiron et nœud nord rétrograde en natal, quel sens? La rétrogradation de Chiron, vous avez réfléchi à ce que pouvait être la rétrogradation de Chiron? personnellement, je n'ai aucune idée. Moi non plus. Moi non plus. Voilà, donc on reste, Non, on restera sur des généralités et des choses voilà, bien sûr. Alors, presque. il y a une question Voilà. sur l'intelligence artificielle. L'IA va certainement tuer Internet et les réseaux sociaux, et les principaux intéressés ont intérêt à réinventer l'histoire. Bon, on va garder cette question-là pour peut-être le congrès 2026 où on va beaucoup parler d'Uranus Gémeaux et son lien à l'intelligence artificielle. De toute façon, là, pour le prochain, pour ce congrès-là, il n'y aura plus d'astrologues. Il y aura Il des y aura des... ordinateurs. Voilà. Mais c'est intéressant parce que depuis une semaine, moi, je m'amuse à demander à l'intelligence artificielle des renseignements sur la pleine lune, des renseignements sur tel aspect, mais simplement pour me rendre compte que rien ne pourra remplacer, pour l'instant, la sensibilité d'un astrologue, parce que ce que l'IA nous donne, ce sont des généralités pour l'instant. Mm. Je ne sais pas Ouais, si vous êtes d'accord avec ça, mais Mm. oui, là encore. euh, euh, non, il y a de bons, il y a de bonnes. Enfin, je veux dire, l'IA peut être très précis. J'ai pu le tester sur différentes choses. Mais par contre, le problème qui va se poser, c'est que d'abord, l'IA a besoin de tout le travail humain qui est fait sur Internet et Oui. dans les réseaux pour se nourrir. qu'elle n'existe que Et par ça. voilà, elle n'existe que par ça. Et donc, du coup, les résultats de l'IA vont être réinjectés dans le système Internet. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une espèce de clash, c'est-à-dire de dégénérescence du système, puisque elle n'apporte rien de nouveau, au fond. Elle synthétise remarquablement les choses, mais elle n'apporte rien de nouveau. Donc, elle va remouliner ses propres données, et donc on risque de perdre en intelligence, du coup. Elle-même risque de perdre en intelligence, du coup. Donc, c'est une des grandes questions qu'on se pose actuellement sur l'intelligence artificielle, c'est est-ce que c'est pas uniquement si l'humain ne la nourrit plus parce qu'il utilise trop l'intelligence artificielle, on va arriver à une espèce de À une boucle qui va dégénérer. s'auto-entretenir et Ouais. se cracher. Ouais. Mm. Oui, Ouais, il y oui, aura Luc une Ferru en parle dans son dégénérescence. livre. Je vous signale que Luc Ferry a écrit un livre sur l'intelligence artificielle qui est tout à fait passionnant. Il parle de ce que tu évoques, Luc. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bah, pas vraiment. Jupiter Cancer euh, pourra aussi pousser l'archétype paternel et le féminin pour l'année à Mm. venir. Mm. Ah, c'est sûr. Mm. Hein, c'est le moment du développement des groupes de femmes et voilà. Mm. Peut-être tu veux intervenir, Elisabeth? Non, je partage aussi cette idée qu'il y Voilà. a certainement des regroupements, enfin, il y a certainement des collectifs qui se créent. Enfin, moi, ce que je vois toujours comme souci, c'est que c'est beaucoup des actions très dispersées, quoi. Et la question, elle est comment on relie, en fait, d'une manière collective, en fait, tout ce qui peut se passer. Mais enfin, enfin, pour moi, c'est une vraie question, hein. C'est comment tout ce qui se passe dans le monde actuellement, qui se passe dans notre société, qui sont des actions positives, qui ont envie d'œuvrer à l'âme du monde, hein, comme tu le dirais, Luc. C'est comment, en fait, elles vont réussir à un moment ou à un autre à se regrouper, quoi. Et là, c'est souvent les problèmes d'ego qui viennent prendre le dessus, Ouais. parce que chacun veut garder, en fait, un petit peu son précaré. Ouais, ouais, son pouvoir matriarcal, là, dans le cas. Et Surtout dans... Jupiter en cancer, hein, après. Mm. Tu dis, quand tu parles de précaré, Jupiter en cancer, ça peut parler de Ouais. ça aussi, hein. C'est le précaré du matriarcat. Mm. Ok, alors peut-être pour conclure, est-ce que vous voudriez chacun apporter un peu le mot de la fin? Gilles, peut-être en premier, puisque Le mot de la fin. le mot de la fin, c'est-à-dire pour chacun une conclusion, quoi. Bah, la conclusion,
si on reste sur la notion des rétrogradations dans leur ensemble, et je pense qu'effectivement, les planètes plutôt personnelles, puisqu'on a commencé par là au départ, je dirais sur un plan, puisque c'était dans les thèmes personnels, c'est-à-dire qu'en fait, cette planète, la planète rétrograde qu'on a dans le natal, je pense que c'est plutôt pour moi, une richesse, une qualité, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est-à-dire en fait, cette planète, ce qui signifie que son inflexion vers la Terre, ça peut amener certainement une déception par rapport à quelque chose qu'on souhaiterait faire briller sur un mode solaire, etc. Mais en même temps, ça peut permettre aussi une renaissance et une guérison personnelle. Et lorsque cette planète, justement, qu'on a rétrograde à la naissance, revient rétrograde justement en transit, bah, ça peut être l'occasion justement de se reconnecter à cet archétype de naissance, on pourrait dire, et pendant la phase de rétrogradation, on peut se libérer justement et retrouver quelque chose de beaucoup plus dense intérieurement pour se reconnecter justement avec son authenticité d'être et peut-être reprendre cette fonction, on pourrait dire, d'introversion, parce que pour moi, la planète rétrograde, c'est plus une fonction d'introversion, donc dans ce sens où elle va proposer quelque chose qui vient de l'intérieur, quoi. C'est beaucoup plus je dirais ça, pour prendre le parallèle que Jung utilisait par introversion, extraversion, je parlerais comme si c'était beaucoup plus reprendre la fonction de Prométhée plutôt que d'Épiméthée, quoi. Voilà, c'est quelque chose de prométhéen justement parce qu'on peut porter quelque chose d'une flamme personnelle, justement, pour pouvoir continuer d'évoluer, quoi. Ouais. Merci, merci beaucoup, Gilles. Et Elisabeth, tu voulais intervenir? Alors, moi, à la fin de cette table ronde, ce que je trouve réjouissant, effectivement, c'est la qualité de se dire que nos planètes rétrogrades sont des forces, hein. Et enfin, comme le disait Gilles là d'ailleurs, hein, c'est de se dire que comment nos forces, et que dans nos évolutions actuelles et dans l'évolution des astrologues, on en tient compte pour vraiment accompagner nos clients. Et ça, je trouve que c'est là où l'IA ne n'ira peut-être pas, c'est de se dire on continue d'accompagner nos clients pour qu'ils arrivent à exprimer leur singularité, l'exprimer dans le monde et pouvoir être heureux avec cette dimension-là, même si elle s'exprime pas comme le reste des personnes le souhaitent. Et je trouve que ça donne effectivement euh, enfin, oui, je pense qu'est-ce que j'ai de particulier et comment mon talent va pouvoir s'exprimer. J'aime assez cette dimension de mon talent personnel, comment le talent personnel de chacun peut exister. On revient à cette idée de singularité du début qui était capitale, oui. Mm. Mm. Et selon bien sûr la couleur de la planète. Tout à fait. Mm. Et Luc, pour le mot de la fin? Je dirais juste que les planètes rétrogrades sont une bénédiction. Mhm. Eh bien, nous allons continuer à entendre dans ce sens-là. Et pour continuer, eh bien, je vous conseille quand même, je me permets de le dire, de reprendre le livre de Luc Biget sur les planètes rétrogrades, retour vers les terres intérieures. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous de votre présence ce soir et je remercie particulièrement les conférenciers. Et je pense que nous allons continuer à source à développer les tables rondes. Et pour la prochaine table ronde, nous vous demanderons d'envoyer vos questions avant la table ronde, ce qui permettra des échanges encore plus fructueux. Voilà, bah écoutez, un grand merci à Gilles. Ce que l'on pourrait, c'est repasser tous ensemble pour revoir le collectif. Enfin, c'est un collectif tellement grand qu'on ne voit pas grand-chose. Mais ce que je vous propose, c'est d'applaudir nos conférenciers, Elisabeth, Luc et Et Catherine,
Et Catherine. Et Catherine. Eh ben, Et merci Catherine. Elisabeth. Et je crois qu'on peut applaudir. C'est ce qu'on faisait si vous le voulez bien, en toute intériorité. Nous allons applaudir nos conférenciers particulièrement brillants. Et nous serons très heureux de vous accueillir à notre futur congrès source, les 29 et 30 mars. Bon, si vous souhaitez vous inscrire, faites-le le plus rapidement possible. C'est toute l'information que je donnerai, parce que les places risquent de manquer très très vite.